Le 8 septembre 1994, à 6000 pieds d'altitude, le vol 427 de US Air, en provenance de Chicago, se prépare à atterrir à Pittsburgh. Quand soudain, le Boeing 737 part en vrille. 28 secondes plus tard, il s'écrase dans un champ de la commune d'Hopewell, en Pennsylvanie. J'ai entendu un moteur hurler. Et soudain, une énorme explosion. L'agent de police George David est à 4 km du lieu où l'avion s'écrase, juste à côté de sa ferme. J'ai reçu un coup de fil. Ils m'ont dit de me rendre sur place, qu'un avion s'était écrasé sur ma propriété. À son arrivée, il découvre une scène apocalyptique. L'avion a été pulvérisé lors du choc à 500 km/h. Il n'y a aucun espoir pour les 132 passagers et membres d'équipage. Je fais ce métier depuis 25 ans. J'ai vu un tas de choses, mais jamais rien d'aussi épouvantable. Les enquêteurs vont devoir chercher des indices dans les débris. Une mission titanesque pour Tom Hauter, l'expert du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports. C'est la première fois que notre équipe a dû mettre des combinaisons hazmat pour enquêter quelque part. La violence du choc et les dégâts étaient tels qu'il y avait des restes humains partout. Un technicien de maintenance aéronautique filme la scène et nous donne un aperçu rare et saisissant du travail des enquêteurs. Il n'y avait plus d'avion. Il devait être quasiment à la verticale et il allait très vite. It's like the right wing. You can see it's not very far from the tail section. John Cox, un pilote expert en 737, est également missionné en tant que représentant de l'association des pilotes de ligne. En tant qu'enquêteur, vous devez accepter le fait que vous ne pouvez rien pour ces gens et qu'il faut découvrir la vérité pour que ça ne se reproduise pas. Plusieurs équipes travaillent à l'identification et à la récupération des débris. Left engine pickup. Seat parts included, some wires. And the stuff here is waiting for decontamination. Dans un hangar non loin de là, les débris seront triés, puis analysés. L'enregistreur des données de vol et celui des conversations dans le cockpit, tous deux éjectés lors du crash, sont rapidement retrouvés, mais n'apportent pas de réponse précise. Il n'y a aucun bruit d'explosion, aucune trace de problème mécanique majeur. Il donne cependant une idée un peu plus claire des derniers instants de l'équipage. Une minute avant l'impact, l'équipage est averti qu'un autre avion va passer en dessous d'eux. Ils le cherchent des yeux et le copilote annonce au commandant de bord qu'il voit le courant jet. Phénomène fréquent, le passage du Delta Airlines 727 provoque des turbulences. L'avion se met à basculer et à rouler, mais c'est à partir de là que ça se corse. Ils ne parviennent pas à arrêter le roulis. C'était terrible pour moi qui suis pilote de les entendre lutter pour essayer de reprendre le contrôle de l'avion et peu à peu perdre cette bataille. Comme le montre cette vidéo du NTSB, les enquêteurs réalisent un vol test pour vérifier si les turbulences provoquées par le 727 ont pu surprendre les pilotes du vol de US Air et leur faire perdre le contrôle de l'appareil. Si on lâche les commandes, une fois sorti du sillage de l'autre avion, l'appareil reprend sa course normalement, sans aucun problème. Il n'y avait pas de raison qu'il en perde le contrôle. Un des responsables de l'enquête a remarqué avec justesse que si le sillage d'un 727 pouvait provoquer la perte de contrôle d'un 737, les 737 tomberaient du ciel plusieurs fois par semaine.
Les enquêteurs examinent de plus près la rotation du vol 427, son embardé à gauche, juste avant la perte de contrôle. On savait que l'appareil avait fait une embardée. La question était de savoir pourquoi. Il a rapidement été établi que le seul dispositif pouvant provoquer l'embardée d'un avion, c'est le gouvernail. Le gouvernail de direction est situé dans la queue du Boeing 737. Il sert à mouvoir l'avion vers la gauche ou la droite. Afin de mettre au jour un éventuel dysfonctionnement, les enquêteurs testent toutes les théories possibles. Il y avait plusieurs personnes très corpulentes parmi les passagers. On a imaginé que le plancher cède et qu'un passager marche sur un câble. Quelles seraient les conséquences? On a testé ce scénario, mais il s'est vite avéré qu'il était impossible. Le poids nécessaire était trop important. On a envisagé toutes les défaillances possibles et imaginables, y compris les plus bizarres, et on les a éliminées les unes après les autres. On était assez persuadés que ça venait du gouvernail, mais on n'en savait pas plus. Il s'était passé quelque chose qui nous échappait à l'arrière de la queue. Je l'ai décrit comme un gremlin qui ne laisse aucune trace, aucun indice. Ce n'est pas le seul accident non résolu. 3 ans plus tôt, un amateur filme l'épave en flammes du vol 585 de United Airlines à Colorado Springs. Un crash ayant entraîné la mort des 25 passagers. Le NTSB n'a pas réussi à déterminer les causes exactes de l'accident. Mais on fait le lien entre le vol 427 de US Air et le 585 de United Airlines. Les deux appareils étaient à l'approche et se sont mis à rouler puis à plonger sans raison. Ce n'est pas leur seul point commun. Il s'agit également de 2 Boeing 737. Le jet le plus utilisé dans le monde. C'était le deuxième appareil qu'on perdait suite à un événement inattendu. Si on en avait perdu un troisième, il aurait fallu retirer les 737 du circuit. Les conséquences auraient été énormes et auraient provoqué une catastrophe économique mondiale. Il fallait absolument comprendre ce qui s'était passé. Le vol 427 de US Air s'écrase à proximité de Pittsburgh. C'est le deuxième Boeing 737 en 3 ans à rouler brusquement, et sans qu'on sache pourquoi, avant de se cracher, tuant toutes les personnes à bord. Le jet le plus utilisé au monde est menacé d'interdiction de vol. Les enquêteurs soupçonnent un problème de gouvernail, mais ils n'ont aucune preuve de dysfonctionnement. Près de 2 ans après le crash, l'enquête va peut-être enfin avancer. Un Boeing 737 d'Eastwing Airlines se met à rouler brusquement à l'approche de Richmond, en Virginie. Le pilote s'est précipité sur les pédales de palonnier. Les 2 pilotes ont appuyé de toute leur force, mais les pédales poussaient dans l'autre sens. Pas moyen de les maintenir enfoncés. Jamais un équipage n'avait signalé ce type de problème. Ça a changé la donne. Par chance, ils allaient plus vite que le 427. Ça leur a permis de mieux contrôler l'effet de roulis. Ils ont réussi à se poser sans encombre. Suite au récit de cet incident, les enquêteurs soupçonnent le système de gouvernail de ces avions de s'enrayer. Sur un 737, les pilotes contrôlent le gouvernail à l'aide de pédales. Ces pédales sont reliées par des câbles aux muscles, en quelque sorte, qui actionne le gouvernail. C'est le bloc de commande. Et comme dans une voiture, il est hydraulique. Le bloc de commande, ou PCU, dont la taille est celle d'une canette, contient un ensemble de valves, la servovalve, qui gère le débit du liquide hydraulique, permettant d'actionner le gouvernail. Voici la servovalve d'un bloc de commande. La pédale actionnée par le pilote agit sur ce bras, ici. Le liquide est distribué par les ouvertures, en fonction du mouvement de va-et-vient. Dans les jours qui ont suivi le crash du vol 427 de US Air, les enquêteurs ont retrouvé le PCU parmi les débris. S'il y a eu un dysfonctionnement du PCU, il n'y en a aucune trace. Les valves n'étaient pas très abîmées. Il n'y avait pas de marque particulière, aucun signe direct de dysfonctionnement du bloc de commande.
Les enquêteurs soumettent les blocs de commande de l'USR 427 et de l'Eastwing Airlines à divers tests, afin de savoir si le mécanisme peut s'enrayer. Les résultats sont encore plus alarmants. Non seulement le PCU peut s'enrayer, mais il peut également incliner le gouvernail dans la direction opposée. Il suffisait que la deuxième valve se décale très légèrement du point mort pour que les valves soient mal alignées, que le liquide hydraulique parte dans le mauvais sens et que le gouvernail soit actionné dans l'autre sens. C'est comme si on tournait le volant à gauche et que la voiture partait à droite. Le temps qu'on s'en rende compte, on est dans le décor. Une défaillance fatale dans une valve de la taille d'un stylo, capable de provoquer le crash d'un Boeing 737. Un dysfonctionnement qui ne laisse aucune trace. Ce qui correspond aux conclusions des enquêteurs du vol 427 de USR. En rejouant le scénario à l'envers, on a pu reconstituer le puzzle. Jusque-là, on en avait tout le contour. La pièce centrale venait le compléter. Quand l'équipage du vol 427 croise le sillage de l'avion, il appuie sur les pédales de palonnier pour contrer son effet et faire basculer l'avion légèrement à droite. Mais la servo-valve à l'intérieur du bloc de commande s'enraye. Les valves s'alignent mal et le gouvernail s'incline dans le mauvais sens. Ils ne se sont pas rendus compte que le gouvernail était à fond. Ils avaient beau appuyer, il ne bougeait pas, car il s'était enrayé à leur insu. L'avion a commencé à piquer du nez. L'équipage a tiré sur le manche pour le redresser. Il est parti en vrille et puis s'est écrasé. Les pilotes du 427 se sont retrouvés dans une situation pour laquelle ils n'avaient pas été formés. Jamais un pilote ne va s'imaginer qu'en tournant à droite, l'avion va virer à gauche. Ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ils avaient 13 secondes pour diagnostiquer le problème et le résoudre. Il faudra 4 ans et demi d'enquête, une des plus longues de l'histoire de l'aviation, pour résoudre le mystère du vol 427 de USR. Les conclusions permettent de résoudre l'affaire du vol 585 de United Airlines, l'autre Boeing 737 qui s'est écrasé 3 ans plus tôt. Le gouvernail de direction du 737 a été entièrement reconçu. Le système est complètement différent. La formation des pilotes a aussi changé. On insiste plus sur la pratique, la capacité à faire face à des situations inattendues. L'histoire a prouvé qu'on avait vu juste. Il n'y a jamais eu d'autre cas où le gouvernail s'est bloqué. Je pense qu'on a rendu encore plus fiable un bon appareil. Le 17 juillet 1996, la plage de Long Island à New York est fréquentée en cette belle soirée d'été. Non loin de là, à l'aéroport JFK, un Boeing 747 décolle avec à bord 230 passagers et membres d'équipage à destination de Paris. Moins d'une minute plus tard, tandis que le vol 800 de la TWA s'élève au-dessus de l'Atlantique, une violente explosion se produit et disloque l'avion. Des pilotes présents dans la zone alertent le contrôle aérien de l'accident. Une équipe de sauveteurs ratisse la zone en quête de survivants. En vain. Lorsque le crépuscule fait place à la nuit, on n'aperçoit plus du Boeing 747 que les débris et le kérosène en feu à la surface de l'eau. We seen the big flames. We didn't expect to see that. Right when we seen that, we knew it was going to be pretty bad. We found our first victim. And there was a female in bad shape. Tandis que l'épave brûle, le débat s'embrase sur la présence possible d'une bombe à bord de l'engin. C'était la période du premier attentat contre le World Trade Center. Le terrorisme commençait à être présent dans les esprits. Le lendemain matin, des témoins visuels évoquent une autre hypothèse inquiétante, celle d'un missile. And then we seen this white glowing thing, and then a big ball of fire come out of it, and 2 pieces on fire fell into the water.
Le Conseil national de la sécurité des transports envoie une équipe sur place tandis que le FBI ouvre une enquête criminelle. If it is a terrorist event, we then have the challenge to find out who the perpetrators were, who the cowards were that did this. Au NTSB, on voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de sécurité aéronautique. Si bien qu'il y a eu deux enquêtes, celle du FBI et celle du NTSB. La première difficulté des enquêteurs consiste à récupérer les victimes et l'épave de l'avion dans l'Atlantique, par 45 mètres de fond. Pour y parvenir, ils font appel à la marine américaine. Ce sera la plus grande opération de sauvetage avec plongeurs jamais réalisée. Une mission complexe et périlleuse. I talked to the grapple master diver and he was talking about that it was like diving in razor blades. Tandis que les débris sont récupérés et examinés, les enquêteurs font une découverte majeure et effrayante. Microscopic explosive traces of unknown origin have been found. Plus troublante encore, les rumeurs sur Internet selon lesquelles il s'agirait d'un tir de missile, non pas de terroristes, mais de l'armée américaine. Le FBI examine cette hypothèse et passe au crible les vaisseaux de l'armée présents dans la zone au moment du crash, sans trouver la moindre preuve. But I can assure you that we've looked at every angle, every possibility. And the military of this country has had nothing to do with this horrendous tragedy. Les partisans de cette théorie sont persuadés qu'on cherche à étouffer l'affaire. If anybody thinks that this chairman, this agency is involved in any kind of cover-up, then they're damn wrong. J'ai essayé de gérer l'agitation autour de l'affaire pour que nos enquêteurs puissent se concentrer sur leur travail. Les enquêteurs ont récupéré tout ce qu'ils ont pu du vol 800 de la TWA. Les morceaux repêchés au fond de l'océan sont transférés dans un hangar où ils essaient de reconstituer l'appareil. To see that mass of jumble and wires certainly brought home to me how difficult it's going to be to try to put that all back together again. Ils remontent des centaines de morceaux de l'épave, pas moins de 95% de l'appareil. C'est la plus grande reconstitution d'avion jamais effectuée. Lorsqu'un engin explose à proximité d'un métal, il laisse de minuscules cratères, des traces de métal fondu, de suie, ce genre de choses. On a pu déterminer qu'il n'y avait aucune trace d'explosion de bombe, ni de particules provenant de l'explosion d'un missile à proximité de l'appareil. On a examiné l'intérieur de l'appareil et passé au rayon X les restes humains afin de détecter d'éventuelles traces d'explosifs. On a passé à la loupe les coussins des sièges et d'autres éléments en espérant découvrir les preuves d'une explosion ou de contact avec un missile. On n'a absolument rien trouvé. Quant aux traces de résidus d'explosifs retrouvés sur l'appareil, elles pourraient provenir des navires militaires utilisés pour transporter l'épave depuis les lieux du crash. Au bout de 16 mois, le FBI clôt son enquête. The team conducted a total and thorough investigation. 1, there was no evidence of high explosive damage. 2, there was no evidence of explosion of a missile warhead. 3, there was no evidence of missile impact. S'il ne s'agit pas d'un acte criminel, qu'est-ce qui a provoqué le crash du vol 800 de la TWA ? Et comment expliquer les récits des témoins? Le 17 juillet 1996, le vol 800 de la TWA explose et s'enflamme peu après son décollage. Le FBI écarte la thèse de la bombe ou du missile. Il faudra néanmoins 4 années d'enquête, la plus coûteuse et la plus longue de l'histoire, pour définir la cause de l'explosion. Après avoir récupéré les débris dans l'océan, les enquêteurs concluent que l'appareil s'est brisé en 3 morceaux distincts. La partie avant de l'avion, contenant le cockpit et la première classe, s'est rompue et s'est écrasée. Le reste de l'appareil a été retrouvé bien plus loin, ce qui semble étrange. De toute évidence, cette partie de l'avion a poursuivi sa course bien plus longtemps.
On a réexaminé les morceaux provenant de la partie avant. La rupture s'était effectuée autour du réservoir de combustible du plan central. Une chose semblait donc sûre, l'incident s'était produit à l'intérieur de ce réservoir. Contrairement à l'essence, le kérosène n'est pas hautement inflammable. Mais comme le montre ce test de l'Agence de l'aviation civile, sous l'effet de la chaleur, il produit des vapeurs explosives. Quand le vol 800 de la TWA s'apprête à décoller de l'aéroport JFK de New York, le réservoir central, qui fait la taille d'un garage pour 2 voitures, est quasiment vide. Il ne restait que des résidus de kérosène, une petite flaque qui clapotait au fond du réservoir. Lors de vols courts, en général, les compagnies n'utilisent pas le réservoir central, car ça n'est pas nécessaire. Les ailes ont une contenance suffisante. Ça coûte moins cher et l'avion est plus performant quand ce réservoir est vide. Les passagers attendent à bord de l'avion. Un retard dans les bagages l'oblige à rester au sol. Il faisait chaud à New York. Les groupes de conditionnement d'air fonctionnaient pour rafraîchir la cabine. Ces groupes sont situés à proximité du réservoir central. Pendant qu'ils fonctionnent pour rafraîchir l'atmosphère, ces groupes génèrent de la chaleur sous le réservoir central. Le réservoir central a commencé à devenir très chaud. Quand l'avion a décollé, il y avait ces vapeurs chaudes de kérosène. Un réservoir plein aurait facilement absorbé cette chaleur. Il était généralement admis que ces réservoirs n'étaient pas inflammables, qu'on ne pouvait même pas y mettre le feu, car la température n'était pas assez élevée. On a donc reproduit le test sur un 747, dans des conditions similaires. Et on a tous été surpris de constater à quel point la température est montée, et avec quelle facilité ces vapeurs s'embrasent. Prenez l'étincelle qu'on provoque en frottant ses chaussures sur un tapis et en touchant une poignée de porte. Il a fallu moins que ça pour mettre le feu à ce réservoir. Cependant, il n'y a rien qui puisse provoquer une étincelle à bord du vol 800 de la TWA. Le réservoir ne contient que des câbles à basse tension. Néanmoins, ces câbles à basse tension jouxtent des faisceaux de câbles à bien plus haute tension. Au fil des années, des frottements peuvent se créer. Les faisceaux de câbles s'affaissent par endroits et des courts-circuits entre les deux types de câbles peuvent se produire. La haute tension se met à circuler dans les câbles à basse tension, ce qui peut provoquer une étincelle. On n'a pas retrouvé le câble permettant de prouver formellement cette hypothèse. Il n'en restait pas suffisamment. Mais comme le NTSB, je suis convaincu que la cause probable est un court-circuit dans les câbles. À l'examen des éléments, il est clair que ce qui a mis le feu au kérosène provenait du réservoir et non de l'extérieur. La boîte noire retrouvée une semaine après le crash pourrait attester cette thèse. On entend le pilote s'étonner des indications du jaugeur de combustible. Ça indique probablement la présence d'un court-circuit. C'était un vieil appareil, proche de la retraite. Il y a d'autres indices. Une seconde avant la fin de l'enregistrement, il y a 2 coupures de son dans les bruits de fond. Cela pourrait s'expliquer par un arc électrique dans le câblage du cockpit. Les enquêteurs pensent que c'est à ce moment-là que la haute tension a pénétré dans le réservoir central et mis le feu aux vapeurs de kérosène. L'étincelle a provoqué la surpressurisation du réservoir et fait sauter la paroi avant. Ça a laissé des marques à l'endroit où le panneau est tombé brutalement. Elles sont parfaitement visibles. Cette pressurisation de l'appareil a fissuré l'ensemble du fuselage. La fissure s'est rapidement propagée sur toute la partie basse du fuselage. Le nez de l'avion s'est détaché de l'appareil et a chuté. Si vous délestez l'avant d'un appareil, son centre de gravité se déplace vers l'arrière. L'avion se cabre et monte vers le ciel. Les réacteurs continuent de produire une poussée. L'avion effectue une ascension verticale de 2000 à 3000 pieds. 42 secondes après la première explosion, l'aile gauche se détache, répandant du kérosène et provoquant une deuxième boule de feu. L'engin et les passagers plongent vers l'océan.
La dislocation de l'appareil permet d'éclaircir l'un des grands mystères de cette enquête. L'étonnant récit des témoins. Beaucoup affirment avoir vu un faisceau lumineux se transformer en boule de feu avant de se scinder en deux. Lorsqu'on écoute les témoignages, on constate qu'un grand nombre de personnes racontent avoir entendu l'explosion, levé les yeux et vu la boule de feu tomber. Si vous prenez la distance entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son, il est évident que l'explosion s'est produite avant qu'ils ne l'entendent. Quand ils l'ont entendue, elle avait déjà eu lieu. Quand ils ont regardé en l'air, ils ont vu les conséquences de cette explosion, le feu qui a suivi, pas l'événement qui l'a causé. Les enquêteurs pensent que le faisceau de lumière que les témoins décrivent correspond au fuselage principal qui a poursuivi son ascension après l'explosion initiale. Malgré les conclusions du NTSB, la théorie d'une bombe ou d'un tir de missile continue de circuler. It is unfortunate that a small number of people pursuing their own agendas have persisted in making unfounded charges of a government cover-up in this investigation. Je suis admiratif de la coopération et de la coordination de ces milliers de gens qui ont participé de près ou de loin à cette enquête. J'ai beaucoup de mal à supporter qu'on mette en doute le patriotisme et la conscience professionnelle des enquêteurs du TWA 800. Tout le monde mesurait le drame de ces 230 vies humaines perdues et la nécessité de tout faire pour apporter des réponses. Suite aux conclusions de l'enquête du NTSB, des améliorations majeures sont apportées dans la conception et la maintenance des appareils. Le réservoir central est désormais équipé d'un système d'inertage gazeux. S'il est vide, on augmente la dose d'azote, un gaz non explosif qui est produit sur l'avion et envoyé directement dans le réservoir. Les programmes de maintenance des câbles sur les vieux avions ont été nettement améliorés suite à ce drame. Pour les familles, la tragédie entraîne l'adoption de la loi sur l'aide aux familles des victimes, qui va changer la manière dont les proches sont pris en charge après des accidents de transport. Families will know exactly where to go and who will speak for the government when they have lost a loved one. Il a fallu la catastrophe du TWA 800 et l'intervention du président Clinton pour que les proches des victimes d'une tragédie de ce type soient traités avec le respect qui leur est dû. Le 1er juillet 2002, le vol 611 de DHL quitte Bergame, en Italie, pour se rendre à Bruxelles, en Belgique. Un peu avant 20h30, les deux pilotes de l'avion cargo, un Boeing 757, reçoivent l'autorisation de monter à 36 000 pieds au-dessus de l'espace aérien allemand. Au même moment, le vol 2937 de Bashkirian Airlines relie Moscou à Barcelone. Le tube Polev russe a été affrété pour un voyage scolaire. À bord, 60 passagers, principalement des enfants, et 9 membres d'équipage. L'appareil vole à 36 000 pieds, la même altitude que l'avion cargo. Les deux avions vont droit à la collision. Le trafic aérien de la zone, bien que situé en Allemagne, est contrôlé par une compagnie privée de Zurich, Skyguide. Peter Nielsen est le seul contrôleur aérien présent pour gérer le trafic à ce moment-là. Son collègue est parti faire une pause. Il doit donc contrôler 2 écrans séparés de plusieurs mètres. Cette pratique, bien qu'interdite par le règlement, est tolérée par les responsables de Skyguide. Sur un des écrans, Nielsen s'occupe de coordonner l'arrivée d'un Airbus retardé. Il ne remarque pas sur l'autre écran qu'il y a un conflit entre l'avion russe et l'avion cargo. Le contrôleur était débordé. Il avait énormément de responsabilités. Les risques d'erreur sont alors multipliés.
Autre problème, Nilsson n'a pas remarqué que le système anti-collision au sol a été débranché dans le cadre d'opérations de maintenance. Dans le ciel, les deux avions sont à 1 minute de la collision, quand le système d'alerte embarqué, le TICAS, retentit à bord des deux appareils. Le TICAS, ou système d'alerte de trafic et d'évitement de collision, est une des grandes innovations technologiques dans la sécurité aéronautique. Il prévient l'équipage d'un risque de collision et il donne également des instructions pour l'éviter. C'est extrêmement ingénieux. À bord de l'avion cargo DHL, le TICAS ordonne à l'équipage de descendre. L'équipage s'exécute immédiatement. Il coupe le pilote automatique et entame sa descente. À bord du Tupolev, l'équipage reçoit du TICAS l'ordre contraire. Les deux TICAS ont coordonné leurs ordres afin d'éloigner au maximum les deux appareils. Pour que ce système fonctionne, il faut que les deux pilotes suivent l'ordre des TICAS. Quand Nilsson découvre le danger encouru par les deux avions, il contacte l'équipage russe. Ignorant que leur TICAS leur a conseillé de prendre de l'altitude, il leur donne l'instruction de descendre de 1000 pieds. Quand vous recevez deux ordres contraires, pendant un court instant, vous suspendez votre décision. Quel ordre suivre ? Il n'y avait pas de procédure standard adoptée par tous les pays, stipulant que les pilotes devaient obligatoirement suivre l'ordre du TICAS. La politique et la procédure habituelle en Russie étaient d'accorder la priorité aux indications des contrôleurs aériens, plutôt qu'au système automatisé. L'équipage russe hésite, mais suit les instructions du contrôleur aérien et amorce sa descente. D'un côté, vous avez un équipage qui suit les instructions de la machine, de l'autre, un équipage qui suit celles du contrôleur aérien. On se retrouve avec deux avions qui descendent, plutôt que l'un monte et que l'autre descende pour l'éviter. L'avion cargo et le Tupolev se rapprochent à une vitesse vertigineuse. On parle d'engins qui vont à des vitesses de 650, 800, 950 km/h. La vitesse de rapprochement est de 26 km par minute. C'est bien plus rapide qu'on ne l'imagine. Le temps que vous avez pour prendre la décision est soudain extrêmement réduit. De nuit, la visibilité d'un pilote ne dépasse pas les 10 mètres. Au moment où vous voyez l'avion et où vous prenez conscience du risque de collision, vous n'avez plus le temps de l'éviter. Les deux avions ont parcouru trop de distance pour pouvoir échapper au choc. Un avion cargo et un charter russe transportant 69 personnes, principalement des enfants en voyage scolaire, foncent droit l'un sur l'autre. Les systèmes anti-collision embarqués, ou TICAS, ont donné des instructions cohérentes. N'ayant pas été averti de ces instructions, le contrôleur aérien ordonne également à l'équipage russe de descendre. Les deux engins sont à quelques secondes de la catastrophe. Quand ils s'aperçoivent mutuellement, il est trop tard. À près de 35 000 pieds, ils se percutent quasiment à angle droit. L'empennage vertical du Boeing 757 de DHL tranche le fuselage du Tupolev. Une bonne partie des passagers est éjectée de l'appareil qui s'écrase au sol. Dans le nez de l'avion, l'équipage perd conscience dans cette chute à grande vitesse. L'avion cargo de DHL a perdu plus de 80% de son empennage vertical. Les pilotes tentent de contrôler l'avion durant 2 minutes avant qu'il ne s'écrase lui aussi. L'appareil finit sa course au nord de la ville d'Überlingen, en Allemagne. Des morceaux atterrissent à quelques mètres seulement des maisons. À terre, personne n'est blessé.
Mais aucun des 71 passagers des deux appareils n'a survécu. Non loin de là, les responsables d'une école pour enfants handicapés entendent le crash. J'ai entendu une violente explosion, comme un coup de tonnerre. Ça m'a étonné car ça ne pouvait pas être l'orage. J'ai regardé en l'air et j'ai vu une sorte de fusée et de colonne de feu s'abattre sur le sol. C'est ici que ces gens ont trouvé la mort. Des enfants pour la plupart. Sur une zone qui s'étend d'ici jusqu'au bois. Les enquêteurs entament un long processus de collecte et d'analyse des épaves du Boeing 757 et du Tupolev russe, conservés dans ce hangar. Là, nous sommes sur le toit de l'avion. Et là-bas, on voit l'aile gauche du Tupolev. À cet endroit, on voit les dégâts provoqués par la violente collision avec la queue verticale du Boeing 757. Et les traces rouges, que l'on remarque ici, correspondent à la couleur de l'empennage du Boeing. Les enquêteurs concluent que si les deux équipages avaient suivi les instructions des TICAS, la collision aurait été évitée. Théoriquement, si les deux équipages avaient suivi les instructions des TICAS, un des avions serait monté, l'autre descendu, et ils auraient évité la collision en s'éloignant verticalement. L'enquête fait également apparaître des failles chez Skyguide. La compagnie suisse chargée du contrôle du trafic aérien au moment de l'accident a joué un rôle déterminant. I don't find the word actually to describe the shock I have, and the deep sadness we have, the whole crew of Skyguide. Un seul aiguilleur du ciel, Peter Nielsen, gérait le trafic aérien au moment de l'événement. Il est depuis soigné pour troubles de stress post-traumatique. Mais certaines personnes, dont Vitali Kaloyev, tiennent Nielsen pour seul responsable. Kaloyev a perdu sa femme et ses deux enfants dans l'accident. 1 an et demi après le crash, un acte d'une violence extrême se produit. Kaloyev se rend chez Nielsen, en Suisse, et le poignarde mortellement. Cette volonté de faire justice soi-même est un obstacle à la sécurité aérienne de tous. Parce que le contrôleur aérien n'a pas volontairement dérogé au règlement. Ce soir-là, ce monsieur a fait tout ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Que quelqu'un décide de commettre un meurtre suite à ce drame est contraire aux préceptes de la sécurité aérienne. Cela va à l'encontre de tout ce que nous, acteurs de la sécurité aérienne, nous efforçons de faire. C'était pour moi un crime d'une ampleur inimaginable. Kaloyev est déclaré coupable de meurtre en 2005. Il est libéré 2 ans plus tard, le tribunal jugeant que ses troubles psychiatriques n'ont pas été suffisamment pris en compte au moment du jugement. Je remercie le peuple russe pour son soutien. Durant ces années en prison, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été abandonné par ma patrie. 3 des 4 dirigeants de Skyguide sont reconnus coupables d'homicide par négligence et condamnés à des peines de 6 à 15 mois de prison avec sursis. Le 4e écope d'une amende. Chez Skyguide, désormais, il y a toujours au moins 2 aiguilleurs pour gérer le trafic, conformément au règlement. Les enquêteurs se sont surtout penchés sur la charge de travail du contrôleur et sur le fait qu'il n'a pas pu porter toute son attention sur le problème qui se présentait, ni proposer une solution à temps. Cet accident a eu pour conséquence une définition claire du rôle des TICAS, les systèmes anti-collision embarqués. Les pilotes du monde entier sont maintenant formés pour donner la priorité aux instructions de ces instruments, plutôt qu'à celles des contrôleurs aériens. Cet accident a montré qu'il était primordial d'avoir un standard technologique mondial, en particulier pour les technologies de prévention, afin que tous les pilotes réagissent de la même manière et non plus de façon inattendue, comme ici. Terrassé par une force invisible. Détruit dans une explosion catastrophique. Déchiré en plein vol.
des scientifiques se penchent sur les mystères des plus gros crashs d'avions et cherchent des solutions pour que voyager dans les airs soit plus sûr. Le 2 août 1985 s'ouvre sur une belle matinée ensoleillée à Dallas. Mais l'après-midi, le temps est à l'orage. Des nuages gris s'amoncellent et marquent ce qui restera un jour noir dans l'histoire de l'aviation. Aux alentours de 18h, un Lockheed L-1011 TriStar de la compagnie Delta Airlines est en approche à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. L'équipage est en contact avec le contrôle aérien. L'orage est de plus en plus menaçant, mais pas suffisamment pour être véritablement inquiétant. Un éclair est sorti de ce nuage. Où ça? Juste devant nous. Ils continuent leur approche. Remonte. Encore. Remonte. Remonte. Voilà. Remonte. L'aile a touché le sol à cet endroit et l'avion s'est enflammé. Le bilan du tragique accident d'avion de la Delta Airlines s'élève désormais à 131 victimes. L'avion a percuté une voiture, s'est écrasé et a pris feu. Il n'y a que 29 survivants. À Washington, les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, se mettent en route pour Dallas. Quelles sont les premières indications que vous pouvez nous donner concernant l'accident? Nous n'en avons aucune. Apparemment, l'avion s'est écrasé alors qu'il était en phase d'approche. Qu'est-ce qui a bien pu conduire le gros porteur à s'écraser? Les enquêteurs passent le lieu de l'accident au peigne fin à la recherche d'indices. John Hammerschmidt est l'un d'entre eux. Étant donné qu'un orage avait été mentionné, j'ai très vite pensé que ce serait là un élément clé, susceptible d'expliquer ce qui s'était passé. Les enregistreurs de vol sont rapidement retrouvés. Ils révèlent que quelques secondes avant le crash, le pilote luttait pour garder le contrôle de son appareil. D'une façon inexplicable, l'avion a d'abord accéléré pour ensuite ralentir et plonger. Puis la vitesse a de nouveau chuté, entraînant alors une perte de portance. L'appareil a touché le sol, percuté une voiture et a fini par s'écraser. Quelque chose avait empêché l'équipage de contrôler l'appareil. Nous nous sommes alors penchés sur l'examen approfondi des conditions météo. Les enquêteurs mettent en cause le phénomène de cisaillement. Il s'agit d'un brusque changement de la vitesse et de la direction du vent qui peut être suffisamment puissant pour faire chuter un avion. Depuis son identification dans les années 60, le phénomène avait causé le crash de 26 avions de ligne, tuant ainsi 626 personnes. 3 ans plus tôt, le cisaillement de vent était responsable de la mort de 145 personnes dans le crash d'un avion de la Pan American à la Nouvelle-Orléans. Pour des pilotes comme John Cox, cette catastrophe devait marquer un tournant dans l'histoire de la sécurité aérienne. Comme l'ensemble du milieu de l'aviation, je me suis dit que cette catastrophe devait être la dernière du genre. Il fallait faire plus que par le passé. La plupart des grands aéroports sont équipés de détecteurs de vent. Dallas en avait 5. Malgré cela, ils n'avaient pas pu signaler à temps le changement de vent. Tout aussi troublant, quelques minutes avant le crash du vol Delta 191, un petit aéronef s'était posé sans encombre. Depuis les années 70, le météorologue John McCarthy étudie une forme mortelle de cisaillement de vent appelée micro-rafale. Le plus terrifiant dans une micro-rafale, c'est la vitesse à laquelle elle se forme. Dans la plupart des cas, l'appareil situé juste devant celui qui rencontre des problèmes ne connaît aucun souci. Les micro-rafales sont des courants descendants, petits mais puissants, qui se forment quand la pluie s'évapore sous l'effet de courants chauds ascendants. L'air devient alors froid et dense et descend précipitamment dans une colonne en direction du sol. Une fois au sol, des vents très violents se propagent dans toutes les directions. Une micro-rafale sévère peut faire chuter n'importe quel avion, d'autant que leur fréquence est extrêmement élevée. Lors de notre étude à Denver, nous avons relevé 90 micro-rafales en l'espace de 90 jours.
Ce qui est bien plus que nous l'avions imaginé. Un appareil peut échapper à une micro-rafale, selon son altitude et sa vitesse. Les phases de décollage et d'atterrissage sont les plus risquées. La preuve a été découverte dans la boîte noire du vol Delta 191. En approchant de la micro-rafale, l'avion a été secoué par un violent vent de face. Puis, en entrant dans la micro-rafale, il a été poussé vers le bas de manière très soudaine. Il fallait impérativement qu'il regagne de l'altitude, mais quelques secondes plus tard, il est frappé par un vent arrière qui le pousse violemment vers le sol. Grâce aux données des enregistreurs de vol, les compagnies aériennes décident d'organiser des sessions d'entraînement d'urgence. Deux solutions semblent évidentes. Il y a d'abord l'évitement. Si vous avez connaissance d'une micro-rafale, évitez-la à tout prix. Mais quand l'éviter est impossible, il faut abandonner toute idée d'atterrissage. Il faut avorter la phase d'approche par une remise de gaz et tirer immédiatement la meilleure performance de l'appareil pour l'empêcher de vous faire percuter le sol. Pour échapper aux micro-rafales, les pilotes doivent savoir où elles se trouvent. À la fin des années 80, des radars au sol sophistiqués permettent d'identifier les micro-rafales avec précision. La tour de contrôle peut ainsi alerter les pilotes, mais parfois trop tard. L'équipage a besoin d'informations instantanées, basées sur sa propre position, pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Même 10 petites secondes peuvent permettre aux pilotes d'éviter une énorme micro-rafale. Une course s'engage alors pour développer un système d'alerte embarqué qui puisse donner aux pilotes les précieuses secondes qui feront la différence entre la vie et la mort. La NASA et la FAA, l'administration de l'aviation civile américaine, s'associent. À l'aide d'un 737 réaménagé, ils testent un système modifié de radar Doppler installé dans le nez de l'avion. Roland Boltz chapeaute le programme. Vu que nous avions développé des technologies sensitives de base, il a été conclu que pour établir la démonstration du bien fondé de la conception, il fallait voler en plein cœur des micro-rafales. Dave Hinton est à bord ce jour-là. Nous avons délibérément soumis l'appareil à des conditions de vol tout à fait anormales pour un avion de ligne. Nous étions loin de prendre place à bord d'un 737 habituel pour se faire servir à boire et manger des bretzels. Il s'agit là d'une expérience totalement inédite. C'est un voyage dans l'inconnu. Une fois que les réacteurs étaient mis en marche et que vous vous retrouviez au fond de votre siège, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Sur une période de 2 ans, l'équipe de la NASA vole au cœur de 75 micro-rafales. Le radar détecte les micro-rafales en mesurant le mouvement et la vitesse des gouttes de pluie dans le vent. Le nouveau système d'alerte est entré en service en 1994. Aujourd'hui, tous les avions de ligne en sont équipés. 1500 pieds. Check. Depuis la mise en place du système, aucun accident n'est à déplorer avec pour cause des micro-rafales. Même les simulateurs de vol en sont équipés. Remise de gaz. Remise de gaz. Tour de contrôle Boeing 1. Nous avons dû faire une remise de gaz à cause d'un cisaillement de vent. Des milliers d'autres personnes seraient mortes aujourd'hui si ce travail n'avait pas été fait. Environ 75% des accidents aériens sont provoqués par une erreur humaine. Mais il est parfois difficile de savoir qui en est véritablement le responsable. Le 28 avril 1988, le vol 243 d'Aloha Airlines décolle de la grande île d'Hawaï pour Honolulu. À 7300 mètres d'altitude, l'avion atteint sa vitesse de croisière. C'est alors que le contrôle aérien de Maui reçoit un signal de détresse. Tour de Maui, Aloha 243. Descendons à 13 000. Nous avons perdu toute pressurisation. Déclarons l'état d'urgence. Demandons assistance. Nous n'avons pas de contact avec les PNC. Nous aurons besoin d'ambulance pour les passagers. Vous allez avoir besoin d'une ambulance, correct? Affirmatif. Quel est le nombre de blessés? Aucune idée. Nous n'avons pas de contact avec les PNC. Entendu. Les ambulances sont en chemin.
L'aéroport de Kahului à Maui se prépare au pire. Mais ce qu'il s'apprête à voir, personne ne peut s'y attendre. Près d'un tiers du Boeing 737 s'est déchiré en plein vol. Un cinéaste amateur se trouvait à l'aéroport de Maui lors de l'atterrissage. Près de l'aéroport de Maui à Hawaï, le vol 243 d'Aloha Airlines vient de traverser un véritable cauchemar à 7 km d'altitude. Une section de 5 mètres du fuselage s'est brusquement déchirée. Les passagers se sont retrouvés dans des vents soufflant à 160 km/h. Je n'ose même pas imaginer ce que ça devait être que d'être assis près du hublot dans cet avion sans toit. Ça a dû être terrible. Tout ce qui n'était pas attaché a été aspiré par le trou. Les bagages, les livres, tout. Si un compartiment bagage s'ouvrait, tout son contenu disparaissait. Des 95 personnes à bord, une seule est tuée. L'hôtesse Clarabelle Lansing a disparu quand le fuselage s'est déchiré. Elle a été aspirée par le trou. On le sait parce que nous avons retrouvé des bouts de peau et du sang sur les rebords du trou. Le commandant de bord, Robert Schumsteimer, et la copilote, Madeleine Tompkins, sont salués en héros. Ils avaient un appareil mal en point et ils se trouvaient au-dessus de l'océan. Tout dans cette histoire relève du pire des scénarios possibles et ils ont pourtant réussi à atterrir. C'est une véritable prouesse aérienne et je crois que personne dans le milieu de l'aviation n'a pensé que c'était possible. Barry Trotter est chargé de l'enquête. Nous devions découvrir pourquoi le toit s'était arraché. Il y avait des centaines de 737 en service. Et il était impératif de savoir quelles étaient les causes de cet accident. Il commence par une étude approfondie de l'appareil. Le Boeing 737-200 a 19 ans et va bientôt être mis hors service. Les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a effectué plus de 89 000 cycles, ce qui fait de lui le deuxième avion le plus utilisé dans le monde. À chaque pressurisation et dépressurisation de la cabine, le fuselage d'un avion s'étire et se contracte. Sans maintenance, des fissures peuvent apparaître, provoquant ainsi la fatigue du métal. Pour les enquêteurs, si la fatigue semble être une des causes, la corrosion en est une autre. L'appareil en effet volait toujours au-dessus de la mer, et le sel corrode le métal. Nous avons trouvé de nombreuses fissures le long des rivets. Nous avons aussi remarqué que les zones attaquées par la corrosion avaient été poncées au papier de verre, puis repeintes avec la même couleur. Selon le NTSB, le personnel au sol aurait dû réparer la corrosion. Mais l'ampleur des fissures laisse supposer que le problème est bien plus grave qu'il n'y paraît. En laboratoire, ils découvrent un autre facteur impliquant directement une erreur dans la conception de l'appareil, au niveau de ce qu'on appelle l'assemblage à recouvrement. L'assemblage à recouvrement, c'est quand un gros morceau d'aluminium du fuselage chevauche un autre morceau. Le tout est retenu par de l'époxy dans le canevas et par ses rivets. Boeing avait connaissance d'un défaut dans l'époxy utilisé pour l'assemblage à recouvrement et en avait informé les compagnies 6 mois avant l'incident du vol 293 d'Aloha. Le NTSB découvre alors que cette dernière n'a pas tenu compte des recommandations du constructeur. Voilà pourquoi l'assemblage n'avait pas tenu. On voit très bien où l'époxy s'est désolidarisé, ce qui fait que le canevas était séparé du revêtement sous-jacent. Une fois que l'adhésif de l'assemblage à recouvrement ne fonctionne plus, la charge sur les rivets s'accroît. Le métal environnant est donc soumis à beaucoup plus de contraintes, ce qui conduit à l'apparition de fissures et à la fatigue du métal. Cette contrainte était accrue par la construction même de l'appareil. En effet, les rivets avaient tous été frésurés et la tête de chaque rivet était encastrée dans le revêtement externe. Sous la surface, les trous chanfreinés avaient les bords aiguisés, propices aux craquures. Certaines fissures étaient visibles, d'autres non. À mesure des différents vols, les fissures se sont propagées jusqu'à se rencontrer. Chaque fissure s'agrandit et finit par en rencontrer une autre, qui en rencontre une autre, et ainsi de suite. Et donc, au lieu d'avoir une fissure de 6 mm, ça prend une ampleur disproportionnée. Mis bout à bout, ces 6 mm finissent par faire plusieurs centimètres de long. Un millier de fissures avaient causé l'incident du vol 243 d'Aloha Airlines. Ce phénomène terrifiant s'appelle DMS, ou dommage multisite. Une
vague d'inspection révèle que de nombreux appareils souffrent de DMS. Je me souviens qu'un journaliste avait dit que l'industrie venait de se prendre une bonne claque dans la figure. Mais pour moi, c'était bien plus que ça. C'était un vrai coup de poing dans l'estomac, parce que nous étions conscients de différents problèmes individuels sans avoir jamais pu les comprendre de façon globale. L'administration de l'aviation civile américaine demande alors à toutes les compagnies de renforcer leurs inspections. Elle met également en place un programme concernant le vieillissement des appareils pour trouver la meilleure façon de détecter des fissures dues à la fatigue. Le défi est alors de pouvoir détecter le défaut invisible sans avoir à désosser l'avion. Jusque-là, pour détecter les fissures, les compagnies utilisaient un test électromagnétique appelé contrôle par courant de Foucault. Ce test était très lent parce que chaque rivet devait être analysé séparément. Pire, le test ne faisait pas toujours la différence entre un détail de construction et une fissure. Mais une solution était déjà en cours d'élaboration. Une machine conçue pour les chaînes de montage servait à détecter les fissures dans des composites en fibre de carbone. Après l'accident d'Aloha, les ingénieurs s'emploient à modifier la machine pour qu'elle puisse détecter les fissures dans le métal et qu'elle soit utilisable sur des avions déjà en service. Il faudra 7 ans de recherche et de développement pour arriver à la solution. Voici le scanner mobile automatisé capable de scanner 25 cm d'un revêtement d'avion en 1 minute avec une précision inouïe. Grâce à ces 4 systèmes de scanner, il peut détecter les fissures dues à la fatigue, la corrosion et les défauts de liaison avant qu'ils ne soient trop importants et potentiellement dangereux. Ça ressemble beaucoup au rayon X à l'hôpital ou à une échographie. On préfère savoir ce qui se passe dans son corps ou sur l'avion, en l'occurrence, sans lui faire le moindre dégât. En plus de détecter le défaut, le scanner va le surveiller. Nous gardons une trace de l'analyse dans un dossier qui pourra être utilisé comme référence ultérieure. Si nous suivons une structure, plutôt que de l'analyser ou la réparer pour la première fois, cela nous permet d'avoir un historique auquel nous pouvons nous référer pour prendre une décision quant à une date de réparation à effectuer. Nos outils, nos méthodes d'inspection et même le processus dans son ensemble ont subi des changements significatifs à la suite de l'accident du vol d'Aloha Airlines. Aujourd'hui, le scanner mobile automatisé est une des nombreuses machines utilisées pour inspecter un avion dans le but de garantir que l'accident du vol 243 d'Aloha Airlines reste unique en son genre. En cette journée du 17 juillet 1996, il fait une chaleur torride à l'aéroport de JFK à New York. À bord du vol 800 de la TWA, 212 passagers se réjouissent de partir pour Paris. Mais une valise mal acheminée retarde le départ. Le 747 patiente 4 longues heures sur le tarmac avant de pouvoir finalement décoller à 20h20. Quelques minutes plus tard, plusieurs pilotes contactent le contrôle aérien pour donner une terrible nouvelle. On vient de voir une explosion à 5507. Vérifiez notre position. Venons de voir ce qui ressemble à une explosion à 8-9 km. On vient de voir une explosion juste devant nous, à 16 000 pieds. L'avion vient de tomber. La tragédie est visible sur toute la côte de Long Island. Ce que vous voyez dans l'eau, c'est ce qui reste du vol de la TWA en partance pour Paris depuis l'aéroport de JFK. C'est l'épave de l'avion en feu. J'ai allumé la télé, c'était vraiment horrible. Les flammes couraient sur l'océan. J'ai rapidement su que c'était un 747. Et j'ai tout de suite compris que nous avions des centaines de morts sur les bras. Je ne me réjouissais vraiment pas du travail qui m'attendait. Bob Benson et une équipe du NTSB sont dépêchés sur les lieux. Les hypothèses vont bon train. Certains disaient que l'avion avait été frappé par la foudre ou par une météorite. D'autres pensaient que c'était un téléphone portable à bord de l'appareil qui avait causé l'explosion. Nous avons dû éliminer beaucoup de suppositions pour calmer les esprits.
Les 230 personnes à bord périssent dans l'accident. Heureusement pour les enquêteurs, l'épave ne se trouve qu'à 30 mètres de profondeur. Les enregistreurs de vol sont facilement localisés. Ils sont remontés 7 jours plus tard et les enquêteurs espèrent en apprendre beaucoup. J'étais à l'hôtel. Il devait être 20h quand j'ai reçu l'appel. Je m'attendais à ce qu'on me dise que les boîtes noires étaient endommagées et méconnaissables, mais ce n'était pas le cas. Elles étaient presque intactes. C'était une excellente nouvelle. Mais les enregistreurs indiquent un vol tout à fait normal jusqu'à 4000 mètres où les bandes s'arrêtent brutalement. Quand je me suis rendu compte que les boîtes noires n'allaient pas être d'un grand secours, je savais que nous allions en avoir pour un moment. Il faudra des mois de travail minutieux pour que les enquêteurs puissent faire toute la lumière sur le crash mystérieux du vol 800 de la TWA. Quand le vol 800 de la TWA explose en plein ciel quelques minutes après son décollage de l'aéroport de JFK à New York, les enquêteurs espèrent que les enregistreurs de vol les aideront à expliquer la catastrophe. Mais les boîtes noires ne donnent rien. La seule solution pour percer le mystère est alors de récupérer l'épave de l'appareil dont les morceaux sont éparpillés sur des kilomètres au fond de la mer. Semaine après semaine, les sauveteurs remontent des milliers de morceaux du Boeing 747. Nous avons retrouvé 95% de l'appareil, ce qui est assez remarquable pour l'époque. Il était crucial de remonter le moindre petit bout à la surface. Un hangar de Long Island abrite un puzzle d'1 million de pièces. Les enquêteurs assemblent progressivement le fuselage. Une fois que vous avez l'objet en 3 dimensions devant vous, vous pouvez dire ce qui a posé problème, puis ce qui s'est passé l'instant d'après, et ainsi de suite. On finit par avoir la séquence de destruction de l'appareil. Après 4 mois de reconstruction minutieuse, une première hypothèse commence à se dessiner. Jim Wildy est expert en métallurgie au NTSB. Nous avons pu observer le dessin de fracture de toutes ces pièces jusqu'à l'avant du longeron avant d'elle. Nous nous sommes aperçus que l'avant du réservoir a été poussé jusque dans l'arrière du longeron avant. Nous en avons conclu que l'appareil s'est fracturé à cet endroit, c'est-à-dire dans la section centrale du réservoir d'aile. Les enquêteurs se remémorent alors un accident similaire survenu quelques années plus tôt. La section centrale du réservoir d'aile avait explosé alors que ce 737 attendait sur le tarmac à Manille. Comment expliquer cette explosion alors même que le carburant utilisé dans l'aviation est conçu pour être moins inflammable que le pétrole? D'autant que les investigations avaient montré que les réservoirs incriminés de ces 2 avions étaient presque vides. Voler avec un réservoir vide n'a rien d'inhabituel. Un 747 transporte près de 200 000 litres de carburant, soit 2 fois plus que nécessaire pour traverser l'Atlantique. Un réservoir vide est rempli d'air, qui lui contient de l'oxygène. N'importe quel carburant chauffé dans un réservoir se transforme en vapeur. Mélanger de la vapeur de carburant avec de l'oxygène revient à favoriser une explosion. Tandis que l'avion attendait sur la piste, quelque chose avait dû chauffer les réservoirs. Sous la section centrale d'aile se trouvent des centrales de conditionnement d'air qui fonctionnent grâce à l'air de prélèvement depuis les réacteurs et assurent l'approvisionnement en air des passagers. Ces centrales génèrent également beaucoup de chaleur qui remonte dans la section centrale du réservoir d'aile, qui augmente l'inflammabilité des vapeurs air-carburant à l'intérieur même du réservoir. Les enquêteurs font alors un test pour déterminer si l'explosion d'un réservoir peut conduire un avion à s'écraser. Le résultat est sans appel. La question est alors de savoir ce qui peut déclencher l'explosion. J'en arrivais toujours au même point. Un point que je ne pouvais plus ignorer. L'explosion était sûrement d'origine électrique. Bob Swaim examine des kilomètres de câblage électrique, centimètre par centimètre. L'isolation avait des défauts et le cuivre était exposé, ce qui pouvait provoquer des courts-circuits. Nous sommes vite arrivés à la conclusion que le réseau électrique de cet avion n'était vraiment pas en bon état. C'est la dernière pièce du puzzle.
les fils conduisant au capteur de niveau de carburant à l'intérieur du réservoir central de l'aile étaient abîmés. Quand le cuivre est à nu, tout élément conducteur peut créer un pont entre deux fils. Ce serait comme mettre une bougie d'allumage dans une atmosphère hautement inflammable et créer des étincelles à répétition. Mais des milliers d'avions volent avec des réservoirs vides chaque jour. Il faut que cela puisse se faire sans danger. Les chercheurs doivent donc trouver le moyen de rendre des réservoirs presque vides, hermétiques à toute explosion. Une solution est de réduire la quantité d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'inertage. L'oxygène qui se trouve dans un espace clos est remplacé par un gaz inerte. Mais les systèmes d'inertage de l'époque étaient imposants et coûteux. Les scientifiques du Tech Center de la FAA à Atlantic City se voient alors confrontés à une tâche difficile. Développer un système d'inertage léger et peu coûteux pour les réservoirs des avions de ligne. Cette mission était un véritable défi. On nous a demandé quelque chose de totalement inédit. Après 4 années de recherche, Gus Sarkos et son équipe élaborent une solution. Le cœur du système d'inertage d'un réservoir repose sur les modules de séparation d'air. Chacun de ces modules contient des centaines de milliers de fibres creuses. L'air va passer à l'intérieur de ces petites fibres qui vont séparer l'oxygène et l'azote contenu dans l'air. Les membranes des fibres creuses sont alimentées en air pressurisé provenant des réacteurs. L'air comprend 20% d'oxygène et 80% d'azote. Les molécules d'oxygène sont trop grosses pour passer dans les membranes. Seules les petites molécules inertes d'azote le peuvent. Elles sont poussées le long de la membrane, puis jusque dans un réservoir vide. Aucune étincelle n'est alors possible. En 2006, 10 ans après la tragédie de la TWA, les systèmes d'inertage sont obligatoires sur tous les nouveaux appareils. Boeing les installe également sur tous les anciens 737 et 747 en service. Le 20 décembre 1995, le vol 965 d'American Airlines quitte Miami pour Cali, en Colombie. Les 163 passagers sont pour la plupart en vacances. À 21h41, le contrôle aérien de Cali perd tout contact avec l'appareil. À l'aéroport de Cali, les familles attendent des nouvelles dans l'angoisse. Le lendemain, le 757 est retrouvé dans les montagnes à l'est de Cali, à 16 km de sa route normale. Il n'y a que 4 survivants. J'ai perdu ma femme et mon fils. Je crois que c'est un miracle que je puisse faire cette interview. L'enquêteur Steve Corey arrive en Colombie le lendemain. Le crash avait eu lieu sur une pente très escarpée, recouverte d'arbres et de végétation dense. Il avait aussi beaucoup plu. La collecte des débris et des corps allait s'avérer une tâche très difficile au vu de toutes ces conditions. L'équipe de Steve Corey parvient à localiser les boîtes noires et découvre pourquoi l'équipage s'est éloigné de l'itinéraire prévu. À 21h26, le vol 965 d'American Airlines demande une autorisation d'atterrir. Des malentendus lors de la communication avec le contrôle aérien conduisent à l'entrée de données erronées dans le système de gestion de vol. À 21h37, l'avion se détourne de Cali dans un large demi-cercle pour se diriger vers l'est en direction des montagnes. À 21h41, l'équipage s'aperçoit qu'il n'est pas sur la bonne trajectoire. Quelques secondes plus tard, l'avion percute les montagnes. Ce genre de crash est classifié sous le sigle anglais CFIT, qui signifie qu'une collision a eu lieu alors même que l'équipage avait le contrôle de l'appareil. L'enquête détermine rapidement que l'accident n'est pas dû à un défaut de structure. Cet avion était en parfait état, et pourtant il s'est écrasé. Un avion en parfait état s'écrase. Le vol 965 est la dernière victime d'un accident de type CFIT.
Dans les années 60, les vols commerciaux ont augmenté, tout comme les accidents de type collision avec le sol en vol contrôlé. La plupart étaient causés par des pilotes désorientés qui souffraient d'une mauvaise visibilité. À l'époque, ils n'avaient aucun système pour les avertir qu'ils étaient sur le point de s'écraser. L'ingénieur électricien Don Bateman s'est attaqué au problème. Cela fait 40 ans qu'il travaille pour rendre le transport aérien plus sûr. Et ce, depuis qu'un accident du type CFIT l'a touché de près. Je me suis toujours personnellement impliqué parce que quelques-uns de mes collègues chez Boeing s'étaient écrasés sur une montagne. Don Bateman est parti de la technologie développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le radar altimètre donnait une information cruciale aux pilotes, l'altitude. Cela a sauvé de nombreux équipages de bombardiers lors d'atterrissages de nuit, souvent par mauvais temps. En 1970, Don Bateman avait produit le premier système avertisseur de proximité du sol, connu sous l'acronyme anglais GPWS. Ce système mesure constamment l'altitude et entre les données dans l'ordinateur, qui va alors comparer l'altitude de l'avion avec sa vitesse et son taux de descente. Si l'avion descend trop vite ou que la topographie du terrain change brusquement, un avertisseur sonore retentit. En 1974, la FAA avait rendu ce système obligatoire sur tous les gros porteurs. Le résultat est qu'il y a eu une énorme chute des accidents de ce type. En 1995, cela faisait des années que tous les avions américains volaient avec le GPWS. Et pourtant, le vol 965 n'a pas échappé à la catastrophe. L'équipage a bel et bien été averti par une alerte sonore du GPWS, 15 secondes avant, je crois. L'équipage a réagi correctement en tirant l'avion vers le haut. Ils ont mis les gaz à pleine puissance pour faire remonter l'avion. Ça n'a pas suffi, il n'y a pas eu assez d'alerte. 30 mètres de plus auraient pu les sauver. L'accident révèle un manque dans l'avertisseur de proximité du sol. Le GPWS ne détecte le sol qu'à la verticale et pas ce qui se trouve devant l'appareil. Si le terrain s'élève brusquement, le système est incapable de prévenir le pilote à temps. L'inventeur du système avait passé des années à chercher comment pallier ce problème. Mais pour pouvoir lire le paysage à l'horizontale, il fallait des cartes topographiques détaillées. Don Bateman ne pensait pas qu'il en existait, jusqu'au jour où... Les soviétiques établissaient des cartes topographiques depuis 1923. Ils ont même continué pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils collectaient des données du monde entier et à la fin de la guerre froide, ils se sont mis à vendre toutes ces informations. Cela m'ouvrait des perspectives que jamais je n'avais imaginées. Du coup, j'ai persuadé mon entreprise d'acheter le plus de données possible. En plus des données topographiques, Don Bateman avait la technologie qui pouvait donner la position précise d'un avion. Cette technologie était également née pendant la guerre froide. En 1983, le vol 007 de Korean Airlines s'était trompé de trajectoire en entrant dans l'espace aérien soviétique. Il avait été abattu et 269 personnes avaient trouvé la mort. Cet incident avait persuadé le président américain Ronald Reagan de déclassifier un système militaire d'aide à la navigation, le Global Positioning System ou GPS. Don Bateman avait désormais tout ce dont il avait besoin. Le dispositif plus évolué appelé Enhanced GPWS utilise toujours un radar altimètre pour détecter le sol à la verticale de l'avion. Mais un système GPS embarqué se sert des satellites pour suivre à la trace la position de l'appareil. La combinaison de l'altitude et de la topographie permet au pilote de voir devant lui et l'avertit à l'approche d'un danger. Voici le système en action dans le ciel de l'Arizona. L'écran montre le terrain environnant. Le rouge représente un terrain situé plus haut que l'appareil. En cas de mauvaise visibilité, il se peut que le pilote ignore qu'il risque d'entrer en collision avec une montagne. Dans ce cas, l'information à l'écran lui sert d'avertissement. S'il l'ignore, c'est alors que retentit Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Vire à droite.
Don Bateman améliorait ce système quand est survenue la tragédie du vol 965. Quand la catastrophe de Cali a eu lieu, tout le monde s'est intéressé au système. Plutôt que 15 secondes, on pouvait lancer une alerte au moins 1 minute avant. 1 minute, c'est long pour un avion. Tous les avions enregistrés aux États-Unis transportant au moins 6 personnes doivent être équipés d'un EGPWS. Il n'y a pas eu un seul accident de type CFIT depuis la mise en place de cette technologie. C'est un système génial. C'est une technologie efficace et 95% des avions de ligne aujourd'hui en sont équipés. À l'heure actuelle, les chercheurs sont en train de mettre au point la nouvelle génération de EGPWS qui offrira une vue topographique en 3D quelle que soit l'heure ou la météo. Les pilotes n'auront même plus à regarder par la vitre. À l'aéroport Charles de Gaulle, le 25 juillet 2000, un Concorde d'Air France se prépare à s'envoler pour New York. L'avion le plus rapide du monde est un bijou de technologie et peut se vanter de n'avoir connu aucun accident. Ce jour-là, 100 touristes allemands partent en vacances. Mais l'impensable survient. Le passager d'un camion filme le décollage du supersonique. Quelques secondes plus tard, le vol 4590 s'écrase. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment l'avion a pu prendre feu de manière si soudaine. Quand le vol 4590 d'Air France s'écrase au décollage, les 100 passagers et les 9 membres d'équipage sont tués. L'accident fait également 4 victimes au sol. Tout le monde était sous le choc. Personne ne voulait croire que le Concorde pouvait être impliqué dans une telle tragédie. Les enquêteurs français et britanniques se mettent immédiatement à chercher la cause de la catastrophe. L'avion avait en grande partie été détruit dans les flammes, mais les boîtes noires sont retrouvées et révèlent l'enchaînement des faits. Le feu s'est déclaré juste avant que l'appareil ne décolle de la piste. L'équipage éteint un des moteurs, pensant qu'il est en feu. Mais il lui est impossible de rentrer le train d'atterrissage. Et quand un second moteur prend feu, il perd le contrôle de l'appareil. 72 secondes après le décollage, le Concorde s'écrase. Si le feu est bien responsable de l'accident, qu'est-ce qui a bien pu le déclencher ? Les enquêteurs s'appuient sur des photos prises par des témoins. On voit clairement que les flammes provenaient de la zone autour du compartiment du train d'atterrissage. Elles provenaient sans doute également des moteurs eux-mêmes. Mais il s'agissait bien plus que d'un simple feu de moteur. Les enquêteurs identifient la source de l'incendie, une fuite d'un réservoir à proximité du train d'atterrissage. Reste encore à savoir ce qui a causé cette fuite. Parmi les débris de l'avion, 2 morceaux d'un pneumatique sont retrouvés, chacun pesant environ 4 kilos. Tout porte à croire à un éclatement. Les 2 morceaux de pneumatique retrouvés s'accordaient parfaitement ensemble. C'était comme si le pneu avait été sectionné de part en part. Un autre indice vient étayer cette théorie. La coupure dans le pneumatique correspond à une lamelle métallique qui était tombée de l'avion qui avait précédé le Concorde au décollage. Le morceau métallique en question semble avoir causé l'éclatement du pneu. Il s'agit d'une lamelle en titane d'environ 30 cm de long et 2,5 cm de large. Vu qu'elle avait la forme d'un L, elle n'a pas été aplatie par le pneu, mais elle l'a fait éclater. Comment l'éclatement d'un pneu peut-il conduire à un tel accident? Les enquêteurs découvrent un 3e indice. Une petite partie d'un réservoir. Grâce à ces 3 indices,
ils réussissent à reconstruire ce qui s'est passé. Quand le pneu a éclaté, un gros morceau de gomme s'est détaché et est venu frapper le câblage électrique des ventilateurs de disques de frein. Un autre gros morceau de gomme d'environ 4,5 kg est venu percuter cet endroit-là, près du réservoir numéro 5, provoquant une fuite de carburant. Le carburant a coulé et est entré en contact avec l'arc électrique et a provoqué le départ du feu. Le tout est maintenant de s'assurer qu'une telle chose ne puisse plus jamais se reproduire. Les concepteurs du Concorde développent alors un projet de renforcement des réservoirs en utilisant du Kevlar, une des fibres synthétiques les plus résistantes. Elle est entre autres utilisée dans la fabrication des gilets pare-balles. Le Kevlar est 5 fois plus résistant que l'acier. Un revêtement en Kevlar est installé à l'intérieur des réservoirs. Si le réservoir est perforé, le revêtement en Kevlar bouchera le trou, réduisant ainsi de 95% toute fuite de carburant. La deuxième étape est d'avoir des pneus plus résistants. Les pneus d'un avion sont très particuliers. Ils doivent pouvoir supporter 185 tonnes à des vitesses dépassant les 400 km/h. À cette vitesse, les pneus du Concorde se tendent comme un élastique. S'ils sont coupés, le morceau de gomme sera projeté à une vitesse vertigineuse. Le défi était vraiment de taille, parce que le fabricant de l'époque ne pensait pas pouvoir élaborer un pneumatique plus résistant et plus sûr. Un autre fabricant offre une solution révolutionnaire, le pneu Near Zero Growth, qui, comme son nom l'indique, a un grandissement quasiment nul. L'intérieur du pneu NZG a une conception radiale plus résistante. Il est également renforcé par 5 bandes dont la composition est tenue secrète. Le pneumatique ne s'étire pas à vitesse élevée, ce qui le rend moins propice à des éclatements. C'est beaucoup plus simple de couper un élastique tendu plutôt qu'au repos. C'est cette technologie qu'ils ont obtenue avec le pneu Near Zero Growth. Le pneu est aussi renforcé par une couche anti-coupure à base de Kevlar. Des tests montrent son extrême solidité. Le pneu tourne 27 fois par seconde. C'est la lame qui se brise et non le pneu qui éclate. En plus de résister aux coupures, le pneu NZG ne se disloque pas. Nous étions vraiment ravis à l'époque. C'était une très belle surprise, un vrai cadeau de Noël. Le 6 novembre 2001 marque la fin des vols commerciaux du Concorde. Le Concorde n'est plus en service, mais les pneumatiques NZG volent toujours. Ils sont désormais standards sur tous les avions. Aujourd'hui, des décennies d'innovation protègent les passagers contre le vent, le feu, la fatigue du métal et les éclatements de pneus. Alors que le transport aérien réduit constamment les distances, des scientifiques continuent de développer de nouvelles technologies pour rendre le ciel encore plus sûr.